ces révolutions vont entraîner une transformation de ce qu'on appelle l'État. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder après celui sur les révolutions. L'État a commencé à se mettre en place à partir du XIVe, XVe siècle. On a vu des institutions plus importantes soutenir les princes dans leur action. On s'aperçoit au moment des révolutions que désormais, il y a une rupture dans le lien personnel qui pouvait exister entre celui qui détenait l'État, le prince, et ceux qui mettent en œuvre les politiques du prince. Donc c'est ça dont il faut avoir conscience, c'est la mise en place des administrations. Pendant longtemps, quand il y avait un ministre, jusqu'au XVIIIe siècle pratiquement, quand on était nommé ministre, eh ben en fait, on prenait chez soi son administration. Donc le ministre de la guerre ou le garde des Sceaux, il allait avoir ses serviteurs personnels, et c'est ces serviteurs personnels qui composaient l'administration. Or, on s'aperçoit qu'au début du XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, le nombre de gens qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les obligations de ces administrations, que ce soit la censure, que ce soit les actes juridiques du roi, tout ça, eh bien, ça demande du monde. Et on décide qu'il va falloir avoir des hôtels, des lieux, des palais, en quelque sorte, où on va installer ces administrateurs qui ne bougeront pas quand le ministre changera. Alors qu'auparavant, ils déménageaient avec le ministre. Là, ça devient différent. Et on s'aperçoit, comme ça, qu'on a dans Paris un certain nombre d'hôtels où l'État s'installe. L'État va se donner un certain nombre de missions. Il y a celle qui nous est évidente, la défense. L'État, c'est l'armée, ça nous paraît aller de soi. Ça nous paraît aller de soi à partir de la fin du XVIIIe siècle. Mais avant, qui possédait les régiments ? Les régiments étaient la propriété de celui qui avait embauché les soldats. Donc il faut penser qu'on avait des nobles, un marquis, un duc, qui avaient payé des hommes et qui avaient leur régiment. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas une armée nationale. C'est très progressivement que se mettent en place ces armées nationales. L'armée du Piémont, par exemple, à partir de la fin du XVIIIe siècle, commence à se mettre en place. Et puis nous, ça va être au moment de la Révolution qu'on va avoir l'armée française qui va véritablement se définir comme un collectif. Et qui va se définir parce qu'on va prendre des gens de l'ancienne armée, ces armées qui étaient presque la propriété personnelle d'un certain nombre de grands officiers, et puis les nouveaux soldats, les conscrits, qui vont se mobiliser pour défendre le pays au moment où il est menacé d'attaque, notamment en 1792-1793. Donc première mission assez claire. Deuxième mission qui est évidente et peut-être la plus ancienne, les Britanniques ont construit leur administration et leur État là-dessus, c'est la collecte des taxes. Oui, les impôts. Les impôts, c'est le truc des États et ça va être le débat clé. Est-ce qu'on en accorde de nouveau ? En échange, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme avantage, etc. Bon. Mais il y a une troisième mission qu'on a commencé à voir émerger au XVIIIe siècle, qui est la question de l'organisation de la société. Et donc, quand je dis ces trois sujets-là, vous imaginez le nombre de fonctionnaires que ça va supposer. Et donc, le XVIIIe siècle va être le moment où on va organiser l'ensemble de la société à partir de cette question de l'État. Qui peut agir au nom de l'État ? Qui n'a pas le droit de le faire ? Et c'est là qu'émerge un certain nombre de discriminations. C'est là qu'émerge un certain nombre de séparations. Les femmes peuvent-elles être au service de l'État ? Les femmes peuvent-elles être militaires ? C'est une vraie question, on peut se la poser, on se la pose aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ne se la seraient pas posée à l'époque ? Ils se la sont posée. Et un certain nombre de gens ont dit, non, les femmes représentent le fait de porter la vie. Et donc, pour eux, le service de l'État, c'était avant tout l'idée du sacrifice pour la patrie. Donc l'idée qu'en fait, c'est celui qui combat et qui va mourir pour sa patrie qui doit avoir tous les droits. Donc vous voyez qu'il y a un aspect qui va être très très manifeste au moment de la Révolution, il y a un aspect de tradition inventée. J'emploie exprès ce terme qui a été forgé par le grand historien Eric Hobsbawm et par Terence Ranger. L'invention de la tradition. Donc on va faire comme si ça avait été de tout temps comme ça, alors qu'en fait, ça n'a pas été de tout temps. Et donc, au moment de la Révolution, on va avoir des femmes, et des hommes, faut penser à un Condorcet par exemple, mais on va avoir des femmes, comme Olympe de Gouges, qui rédigent une constitution des droits de la femme. Et pourquoi est-ce qu'elle pense que les femmes et les hommes doivent être égaux ? Elle a un argument qui est assez fort. Elle dit pour ne pas que l'un soit le despote de l'autre. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait égalité entre hommes et femmes pour ne pas qu'il y ait établissement d'une domination entre l'un et l'autre. Mais
ce n'est pas la seule discrimination qui est effectuée. Au moment de la Révolution, à la veille de la Révolution, on a des sociétés dans lesquelles il y a encore relativement peu, par exemple en France, de population servile, mais où il y a beaucoup de population servile dans des pays comme la Pologne ou même comme des pays comme l'Italie, notamment des minorités. Oui, les Juifs d'Italie sont des serfs. Ils ont un statut servile. Donc, que faire de ces personnes? Que faire aussi des Noirs et des habitants de races différentes? Et j'allais dire, que faire des pauvres? Que faire des analphabètes? Que faire des enfants? Est-ce qu'ils ont le droit de voter? Et à partir de quel âge? Est-ce qu'ils peuvent être des serviteurs de l'État? Si on peut être serviteur de l'État, on peut voter. Si on ne peut pas être serviteur de l'État, est-ce qu'on peut vraiment voter? Donc ce sont des questions qui se posaient d'une manière plus latente sous l'Ancien Régime, mais qui prennent une acuité particulière au moment de la Révolution. Et donc la Révolution française va vouloir abolir l'esclavage pour que tous les citoyens d'un même pays puissent avoir des droits à peu près similaires. Mais ce ne sera pas le cas de la Révolution américaine, qui, elle, maintiendra l'esclavage. Il faudra, vous le savez, une très très longue action au XIXe siècle pour que l'esclavage soit supprimé. Donc, cette question du service de l'État et du développement de l'État entraîne la mise en place d'un nouveau type de personnalité et d'un nouveau type de pouvoir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la bureaucratie. Et c'est le troisième point. Le troisième point qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que la multiplication des fonctionnaires entraîne une nouvelle forme de pouvoir. Cette nouvelle forme de pouvoir, ce pouvoir des fonctionnaires, ce pouvoir des bureaucrates, va commencer à se manifester sous l'empire de Napoléon Ier. Napoléon Ier, on est dans les premières années du XIXe siècle, jusqu'en 1814, jusqu'en 1815. Il va falloir 2 défaites pour mettre fin à ce régime. Mais c'est le moment où l'on veut uniformiser les pratiques des fonctionnaires. Donner à l'État une apparence qui frappe les imaginations et qui, au fond, puisse lui permettre de se manifester un peu partout de la même manière. C'est le moment où les préfets vont être dotés du même uniforme. C'est le moment où on va avoir aussi même des uniformes de professeurs pour l'université impériale. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, à partir de cette étape-là, on pense que pour bien gérer un territoire, il faut avoir des gens qui ont été formés de la même manière, qui partagent les mêmes valeurs et qui sont orientés avec le même projet pour réussir à tenir des peuples qui sont disparates, puisque l'Empire napoléonien, vous le savez, s'est étendu sur l'ensemble de l'Europe. Donc autant l'Ancien Régime avait une variété des tenues qui étaient laissées à la discrétion des familles nobles, c'était ce qu'on appelle la livrée, vous savez, l'uniforme qu'on portait suivant qu'on appartenait à telle ou telle famille. Mais le 19e siècle, lui, il va multiplier les uniformes, mais des uniformes au service de l'État. Quand je dis que le 19e siècle va multiplier les uniformes, c'est qu'il faut penser qu'il y aura des uniformes pour tout. J'ai parlé des préfets, vous imaginez bien sûr les militaires, mais il y aura même un uniforme des pharmaciens qui a été imaginé, des uniformes des médecins militaires, évidemment. Donc on va avoir quantité de costumes qui vont servir à définir les États et qui vont montrer plus ou moins de prestige, plus ou moins de force, selon qu'on est à un niveau élevé dans cette nouvelle hiérarchie de fonctionnaires, dans cette nouvelle bureaucratie. La bureaucratie, il faut aussi penser que ça va exercer une influence extrêmement forte sur la perception qu'on va avoir du devenir de l'histoire. Il y a un personnage que je prends souvent en exemple pour ça, qui est Hegel. Hegel voit, comme professeur d'abord à Iéna puis à Berlin, voit le développement de ces bureaucrates. Et ça lui donne le sentiment de la puissance nouvelle de l'État. Donc on ne peut pas penser sa philosophie avec son développement de la dialectique, avec le rôle qu'il attribue à l'État, sans avoir présent à l'esprit le fait qu'il assiste à cette mutation cruciale et au fait que l'État désormais est censé être le lieu où va se jouer l'analyse entre guillemets rationnelle de la société. C'est en tout cas ce qu'on croit. C'est ce que dira Max Weber beaucoup plus tard. Max Weber, analysant le 19e siècle, dira qu'il y a un nouveau mode de légitimité, un nouveau mode de légitimation du pouvoir qui intervient. Ce pouvoir, c'est ce qu'il appelle le pouvoir rationnel bureaucratique, qui repose sur quoi? Qui repose sur de la loi, une loi sagement mûrie, longuement mûrie, qu'on va mettre en œuvre avec une administration, et désormais, cette administration, c'est elle qui va faire évoluer les sociétés. Et Weber, quand il analyse le pouvoir, il dit, oui, il y a l'ancien mode de légitimation, celui par la tradition, celui des rois, et puis il y a eu le nouveau mode de légitimation, celui de Napoléon, du chef militaire, le vainqueur charismatique.
Et puis il y a ce nouveau mode, qui est celui qu'on voit se généraliser partout, eh bien, c'est celui des bureaucrates, c'est celui des fonctionnaires. L'organisation des fonctionnaires, telle que j'en ai parlé en Occident, mais elle n'est pas la seule à reposer sur un système strict, une certaine forme de rationalité, une logique de sélection extrêmement rigoureuse des fonctionnaires. Il y a en Chine, tenez-vous bien, déjà au IIe siècle avant notre ère, deuxième siècle avant Jésus-Christ, il y a déjà un système d'organisation bureaucratique avec un découpage en provinces, l'envoi d'administrateurs, de juges, qui repose sur quoi? Qui repose sur des concours. Et c'est le modèle des concours chinois qui va durer jusqu'au début du XXe siècle, qui va influencer une bonne partie des pays occidentaux et qui va les pousser à leur tour à créer des filières pour sélectionner les meilleures élites. La Compagnie des Indes va s'inspirer du système de concours chinois en 1854 pour créer ses premiers examens. Les États-Unis vont y venir dans les années 1880. La France aussi, elle s'en servira pour ses recrutements dans les concours nationaux. Et à un moment donné, eh bien, une partie de tout cela va changer. On va même autoriser en 1919 des femmes à passer les concours de rédacteurs. Et donc, on pourra voir à ce moment-là comment, à l'échelle mondiale, il y a une influence pour avoir l'administration la plus rationnelle, l'administration la plus efficace. Avec les révolutions civiques, s'est ouvert une nouvelle manière de gérer les peuples, de gérer les masses, de faire fonctionner les États, d'essayer de rassembler ensemble des communautés humaines pour qu'elles fassent tout simplement société. Et donc, la question qui va se jouer à partir de là va être la question de l'orientation de cette société. Doit-elle continuer à progresser? Doit-elle au contraire s'arrêter parce qu'elle a franchi peut-être un stade trop important?